Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Vincent Fortuné Assogba, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba et bonjour à tous les auditeurs de Diaspora FM. Aujourd'hui nous sommes vendredi et comme d'habitude on se retrouve en studio après une semaine de dire au labeur, avec à la clé quand même de grands événements qui se sont signalés. Et bien sûr, au rôle de l'actualité nationale, on peut citer par exemple Éric Ondeté, un invité parfois pas très ordinaire pour le chef de l'État au palais de la Marina, juste parce que il se retrouve être le chef de file de l'opposition et pas forcément celui que Patrice Talon a envie de voir tous les jours en face de lui. Il y a eu également la traque des cybercriminels qui aujourd'hui, ma foi, s'est invité chez leurs propriétaires, c'est-à-dire chez qui ils louent des bâtiments pour vivre ou alors pour faire leur boutique de prêt-à-porter et autres. Voilà les sujets qui donc vont polariser notre attention au cours de cette émission à laquelle vous participez évidemment, Vincent Fortuné Assogba, mais bonjour. Oui, rebonjour Peggy Ludovic Dagba. J'ai comme l'impression que je vous ai pas salué au départ. Ah non, c'est fait. C'est déjà fait. Je crois que nous sommes là, comme d'habitude, pour finir en beauté la semaine de Dieu Labeur, comme vous l'aviez dit, en abordant, en décryptant une fois encore l'actualité. Et je voudrais ajouter ceci, si le temps le permet. Nous allons revenir sur une actualité que je voudrais pas qu'on passe sous silence. Le remaniement ministériel intervenu encore hier au détour du Conseil des ministres. Vous y tenez? Bien sûr. D'accord. Bien sûr oui. D'accord. En face de vous, ce n'est pas Julien Kitty, parce que lui, il est en dehors du territoire national pour raison professionnelle. Ben, c'est plutôt un vieux de la vieille que nous avons réussi à ramener dans la maison. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Peggy. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quel effet cela vous fait de venir à Point 7 pour la première fois aujourd'hui? J'ai toujours suivi de loin, puisque vous m'envoyez chaque fois l'émission Point 7 et j'ai beaucoup apprécié les débats qui sont faits. J'admire aussi la ténacité des confrères qui participent à cette émission. Bon, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver encore une fois en face de moi pour faire un débat, parce que cela date de longtemps. C'est vrai qu'un temps, j'ai disparu des plateaux, je suis revenu depuis un certain temps. Bon, c'est pour apporter ma contribution à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, parce que c'est le seul label que le Bénin continue de vendre. Alphonse Moïse Soudé, c'est quand même un renard des surfaces, on va dire, des plateaux de télévision et de radio, pas sur le rectangle vert, même si dans un passé lointain que ça, vous faisiez parler de vous, n'est-ce pas? Bon, écoutez, comme je le dis, c'est à Dieu qui vous rend grâce, parce que vous avez beau préparer une émission, si vous n'êtes pas suffisamment inspiré, vous allez passer à côté de l'objectif. Nous essayons de faire de notre mieux, même si parfois les menaces, les chantages nous font réfléchir, on se dit, bon, à chacun Dieu a donné un rôle. À certains Dieu a donné l'argent, à d'autres Dieu a donné l'intelligence, à d'autres Dieu a donné la capacité de résister. Le pays nous appartient à nous tous. Et ce que je ne souhaiterais pas, c'est de ne pas insulter les autorités. Une autorité, elle se respecte. Elle peut commettre des erreurs, mais une autorité, elle se respecte. Donc je n'ai jamais mis dans ma tête d'insulter une autorité. Pour moi, l'autorité, comme disent nous les chrétiens, ça vient de Dieu. Et vous pouvez faire des critiques objectives, mais vous n'avez pas le droit de vous attaquer à la personne d'une autorité. Chacun vient au pouvoir pour faire son mandat, chacun fera son mandat et partira. Avec vous, nous avons quand même eu la chance d'un fait particulier qui est survenu il y a quelques années au cours de vos analyses sur la télévision sœur Sika TV. Vous avez dû égratigner ou carrément impacter le gouvernement gabonais. Est-ce qu'on peut rapidement avoir une seconde de réminiscence de cette affaire? Non, cela remonte à 2017, Cela remonte à 2017 quand
je devais faire un débat avec mon ami Folie. Et ce qui m'a fait mal, vous savez, qu'une autorité gabonaise m'appelle et qui me menace au téléphone, je lui ai dit non, je suis pas un enfant bâtard. Moi, j'ai été clair avec lui. Je dis que je suis pas un enfant bâtard. Si vous n'êtes pas d'accord, saisissez la HAC pour qu'on m'interpelle. Bon, c'est vrai que par la suite, l'État gabonais a débranché Sika TV du Gabon, même s'ils ont demandé après que nous puissions faire une émission d'excuses. J'ai dit non, je ne ferai pas, je suis pas un enfant bâtard. Ce que j'ai dit, j'avais dit, je peux répéter ce que j'ai dit, écoutez, le Gabon est dirigé par un Béninois. Les gens n'étaient pas d'accord parce que l'opposition gabonaise a récupéré l'émission pour attaquer celui qui était au pouvoir. Bon, écoutez, moi j'ai fait mon travail. La dernière fois, je suis retourné encore sur les archives de Sika TV. J'en ai ri, quoi. J'ai dit, ben écoutez, tu as eu ce culot de le dire. Bon, c'est ça la presse, hein, quand vous avez des informations. Parce que l'avantage d'un journaliste, c'est d'avoir des sources un peu partout. Et comme vous le savez, j'ai fait ma formation à Dakar. J'ai fait la formation avec des confrères gabonais. Donc, quand ça arrive, quand vous voulez parler d'un pays, le premier réflexe, c'est d'appeler vos confrères qui sont là pour dire, écoute, comment ça se passe. Et je vois que cette émission-là m'a lancé un peu sur la chaîne internationale. Beaucoup voulaient savoir qui est celui-là. Ben, encore que je ne suis jamais en costume, hein, j'étais dans ma tenue locale, un bomba, et puis je dis les choses. Donc je dis, rendons grâce à Dieu. Quand nous sommes journalistes, c'est pas pour nous vanter. Parfois, vous préparez une émission et puis ça échoue. Parfois, vous ne préparez pas et ça réussit. Je dis, moi, en tant que chrétien, je dis, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit et Dieu agira toujours. Vous avez beau être intelligent, si Dieu veut vous honner, il va vous honner. Si vous élever, il va vous élever. Donc, je voudrais nous inviter tous à l'humilité. En toute chose, il faut être humble. Merci beaucoup. Belle leçon, hein. Belle leçon du grand frère Alphonse Moïse Soulé. Alors, aujourd'hui, sur le tapis, on démarre par, évidemment, la rencontre entre Éric Rondeté et le chef de l'État, le président Patrice Talon. Est-ce que vous, personnellement, vous vous y attendiez? Oui, et c'était dans l'ordre normal des choses. C'était dans l'ordre normal des choses. Parce que... Mais le chef de l'État, le président Patrice Talon, excusez-moi, a donné l'impression depuis qu'il est là, qu'il n'a pas franchement envie de s'en ouvrir à ceux qui sont contre lui, ceux qui font vraiment, comment dirais-je, office d'opposants, qui s'opposent à son action. Non, vous savez, ce n'est pas qu'il est contre, mais ça dépend de votre personnalité. Ça dépend de votre personnalité. Le chef de l'État, il aime ceux qui l'affrontent. Selon ce que les confidences que j'ai vues de ses proches, il aime ceux qui l'affrontent. C'est pas pour l'insulter, mais dans un débat, ceux qui pèsent quelque chose. Donc je dis, c'est dans l'ordre des choses. La démocratie a évolué. C'est vrai que par le passé, on ne voyait pas ça. Mais maintenant, le chef de l'État a décidé de rencontrer le chef de file de l'opposition, parce que vous savez très bien, pour ceux qui ont suivi un peu, qui suivent l'actualité politique du Bénin, Éric Rondeté n'est pas n'importe qui. On n'est pas amis, on n'est pas copains, mais je l'observe, il n'est pas n'importe qui. Il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. On l'a vu à l'œuvre. Et vous avez vu, depuis que le chef de l'État l'a reçu, une ancienne bande de lui est revenue, où il disait au chef de l'État, si ce que vous dites là se trouve dans le texte, je me lève, je vous présente mes excuses et je sors de la salle. Parce que le chef de l'État lui disait qu'il était en train de mentir. Il dit de lui sortir ce que le chef de l'État, si c'est dans les textes, lui, Éric Rondeté, il présente ses excuses et il sort de la salle. Et je crois que ça a marqué beaucoup de Béninois. Et le chef de l'État, il aime des gens comme ça, qui lui disent la vérité. C'est-à-dire que faut pas aller lui faire atalakou, parce il sait que beaucoup de Béninois aiment faire atalakou, mais lui, il aime Éric. Et puis Éric Rondeté à la carrue de faire le chef de file de l'opposition. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait des concertations régulières. Que ça soit la mouvance, que ça soit l'opposition. Quand chacun d'eux parle, c'est qu'on parle de développement du Bénin. On dit qu'on est tous intéressés par l'avenir du Bénin. Et quand on est intéressé par l'avenir du Bénin, on se tire pas dans les pattes. On se parle. On se parle, parce que la politique, c'est ça. Si on ne se parle pas et chaque fois on doit s'attaquer, ça n'évolue pas. Donc je voudrais que désormais tous les Béninois, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, si c'est tant que nous aimons le Bénin et nous voulons d'un Bénin meilleur pour tous, il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on arrête de se tirer entre les pattes, il faut qu'on arrête d'attaquer les gens personnellement, mais qu'on parle développement. Parce que si on aspire à remplacer quelqu'un qui est au pouvoir, il faut démontrer à ses compatriotes qu'on a la carrure, qu'on peut le faire. Parce que quand vous critiquez sans proposer des solutions adéquates, le pays n'avance pas.
Et Vincent Fortuné Assogba, vous avez suivi Alphonse Maurice Soudé sur ce premier pan de son développement. Est-ce que c'était le bon vouloir du chef de l'État qui a fonctionné en recevant Éric Oudété, ou alors ce sont les tests? Je dirais c'est les deux. C'est les deux. Comme mon confrère Soudé l'a dit tout à l'heure, je crois que quand on dit être opposant, ce n'est pas être ennemi. Ce n'est pas parce que je critique tes actions que je suis ton ennemi ou bien que tu es mon ennemi. Je crois que dans un pays normal, tout le monde ne peut pas applaudir. Non, du tout pas. Si tout le monde t'applaudit, tu dois faire un pas en arrière et te dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut des gens qui te disent, attention, tu danses trop bien, mais tu es penché. Attention, redresse-toi. Mais si tu n'as pas ça, et que quand tu entres, tu danses là, tout le monde applaudit, il y a un problème. Raison pour laquelle il doit avoir des voix dissonantes. Et avoir une voix dissonante ne veut pas dire que c'est fini tout ce que l'autre fait, il faut le peindre en noir. Non, je crois que le chef de l'État a posé un acte que moi je salue. Et d'ailleurs que beaucoup de Béninois ont salué. Contrairement à nos amis d'en face qui ont pensé qu'ils continuent d'être chef de file de l'opposition ou machin, et qui ont développé des théories qui ne tiennent pas la route. C'est le moment de le dire. Éric Oudété, on sait le combat que son parti fait pour l'enracinement, ou si vous voulez, pour le retour à la démocratie. Et depuis le 8 janvier 2023, je crois que quelque chose a changé dans le pays. Et nous l'avons écrit, par exemple, dans l'une de nos éditions, que la participation aux élections, la présence de l'opposition au Parlement, le premier bénéficiaire, c'est bien sûr le chef de l'État, le président Patrice Talon, dont l'image, ces dernières années, a été écorchée du fait que l'opposition soit absente au Parlement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui en bénéficie. Et d'ailleurs, il vient encore de montrer la preuve que c'est lui le premier bénéficiaire. Parce que hier, la chose n'était pas possible. Mais aujourd'hui, qu'ils reçoivent le chef de file de l'opposition. Mais pourquoi c'était pas possible hier qu'ils reçoivent les opposants? Vous savez, il y avait comme une crispation des positions. Et qui perd? C'est le Bénin qui perd. Mais également le chef de l'État, dont l'image à l'international a pris un coup. Mais aujourd'hui, avec le peu d'ouverture qu'il a concédé, je crois, il jouit aujourd'hui. Et il se targue quand même de dire, voilà, je reçois mes opposants. Je ne suis pas, comme vous le dites, c'est lui qui engage. Donc, que Éric Oudété soit reçu par le chef de l'État, le président Patrice Talon, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Parce que ça apaise aujourd'hui la tension qu'il y a dans le pays. Nous l'avions dit ici, sur le plateau ici plusieurs fois, comme quoi, il ne faut pas qu'on se le cache, il y a une tension dans le pays. Mais ces gestes viennent confirmer quand même que on a un début de dégel. C'est un très petit début. Parce que jusque-là, le chef de file de l'opposition, qui devrait être nommé au lendemain des élections législatives, ne l'est pas encore. Or, les tests ont été clairs. Juste au lendemain des élections, le président du conseil électoral fait le rapport et dit au chef de l'État, ou bien le parti politique qui est venu en tête, celui de l'opposition bien sûr, qui est venu en tête et qui désormais va faire office de chef de file de l'opposition. Et on le connaît depuis le 8 janvier.
Mais jusque-là... Pourquoi la cellule électorale ne l'a pas fait jusque-là? Non, est-ce que vous avez les preuves que ce n'est pas fait? Je crois que... La presse en aurait fait état. Je crois que le rapport devrait être déposé. Maintenant, ce n'est pas fait. Je crois aussi que les démocrates, le parti, les démocrates, a déposé un courrier pour relancer le conseil électoral à ce que le rapport soit déposé et que le chef de l'État puisse prendre le décret nommant le chef de file de l'opposition. Excusez. Et là, c'est là d'ailleurs une incongruité de la loi. Le chef de l'État ne saurait nommer le chef de file de l'opposition. Cela devait se constater et de façon systématique, celui qui vient en tête prend le portefeuille de chef de file de l'opposition avec toutes les commodités qui l'accompagnent. Oui, c'est peut-être pour conférer, la ferveur ou la force juridique à la chose, et ensuite que, ça soit vraiment organisé. Non, c'est déjà bien organisé. Non, c'est déjà bien organisé, puisque c'est une loi qui dit, voilà tel qui vient en tête. Et c'est connu de tous. Les résultats ont été proclamés. Mais il doit avoir quand même un acte pour l'installer officiellement dans cette fonction-là. L'acte, oui. Ça ne devrait pas venir du chef de l'État. Et vous l'avez suivi, le président Éric Ndete a dit qu'il va falloir réviser cette loi, il va falloir corriger ce tir-là, parce que ça a des conséquences. La preuve, vous voyez, le président de la République peut prendre tout son temps pour sortir le décret. Or, si il y a des balises, il y a des contraintes, par exemple, si même le chef de l'État, on voudrait quand même que le chef de l'État fasse cette nomination, comme vous le dites, que ça soit cadré par un délai qu'il ne peut pas dépasser. Et il dépasse ce délai, c'est que le chef de file de l'opposition se constate défaite. Maintenant, pour l'heure, ce n'est pas le cas. Et le président Éric Ndete l'a exprimé et il dit, il souhaite, il espère quand même que, en attendant la relecture de cette loi, que le chef de l'État va faire diligence afin que le décret soit pris. Maintenant, j'ai entendu dire que il faut d'abord que les partis de l'opposition se réunissent. Je crois que c'est extrêmement grave, comme ça avait été souligné ici. Les tests ont été clairs. Mais pourquoi on veut maintenant que les partis politiques de l'opposition, dits de l'opposition, se retrouvent pour désigner? Je crois que Patrice Talon a donné une leçon du respect des tests à ses collaborateurs en recevant au lendemain de cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement, le chef de file de l'opposition, que les tests ont désigné, c'est les tests qui ont désigné Éric Ndete comme le chef de file de l'opposition. Ou les élections? Non, bon. Non, c'est les tests. Puisque... C'est les deux. Non, il est venu en tête de l'élection, donc... C'est ce que disent les tests. Donc, c'est lui qui est désigné. On ne peut pas aller demander aux forces de l'opposition d'aller s'entendre. C'est extrêmement grave. Je crois que il faut que les collaborateurs du chef de l'État fassent attention, qu'ils apprennent à connaître l'homme qui est Patrice Talon et qu'ils servent. Parce que venir dire un truc du genre, et le lendemain, 72 heures après, le chef de l'État reçoit celui que les tests désignent, je crois qu'il y a un problème. Ça veut dire que le chef de l'État est dans le vrai? Oui, lui, il est dans le vrai. Il l'a désavoué sans le dire. Ses collaborateurs ou bien ses collaborateurs qui ont pensé que il faut faire de la diversion. Moi, à la place du porte-parole du gouvernement. Mais il croyait bien faire, le porte-parole. Non. À sa place, je dirais, les tests ont dit qu'il faut un décret
attendez que le chef de l'État prenne le décret. Et il va le faire conformément au test. Et il s'en lave les mains. Mais vouloir bien faire, vouloir plaire et dire non, il va falloir que les autres se réunissent, c'est insulter l'intelligence des Béninois. D'accord. On va quand même pas faire ancrage sur ce fait-là. Non, parce que vous comprenez savez bien, le porte-parole est dans son rôle. Non, il est dans son rôle, on ne refuse pas. À des moments donnés, c'est très difficile pour lui. Non, donc, non, comprenez, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile et retenons l'acte que le président de la République a posé. Écoutez, il n'est pas difficile de se référer au test. Le porte-parole du gouvernement, moi, par exemple, j'ai lu le même connaît test. Les tests. J'ai lu le même test. Oui. Le test parle oui. des chefs de file de l'opposition. Oui. Alors, des chefs de file de l'opposition. Est-ce que déjà là, il n'y a pas un problème? Alors que nous avons visiblement le seul qui est le chef. Combien de partis ont de députés à l'Assemblée? Combien de partis de l'opposition, partis déclarés de l'opposition et des députés à l'Assemblée? Les démocrates. Alors, il faut quand même pas qu'on sème de troubles là où il n'y a pas. D'accord, donc je crois que dans les sujets qui ont été abordés, il y a quand même eu le sujet relatif à l'initiative de la loi sur l'amnistie pour les exilés politiques et détenus politiques. Alors, est-ce que ce n'est pas déjà la porte de la révision de la Constitution qui est ainsi ouverte? Non, moi je ne voudrais pas voir ça de cette façon-là parce que, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas construire le Bénin sans les bras valides, sans les fils et filles de notre pays. Que d'autres se retrouvent en prison, que d'autres se retrouvent à l'extérieur, alors qu'on leur connaît des compétences données, je crois que c'est pas, ça n'honore personne, ni l'opposition, ni le gouvernement, ni la société civile. Et je crois que cette loi, pour moi, de ma position, est la bienvenue. Les députés ne doivent même pas se faire prier pour le faire. Surtout que, on dit le chef de l'État peut gracier. Mais on dit, on veut alléger maintenant cette tâche-là au président. Les représentants du peuple décident de dire, on amnistie tout le monde. Et tout le monde rentre. Et on travaille pour le développement de notre pays. Voyez, vous-même faites le point des cadres béninois qui sont à l'extérieur aujourd'hui. Qu'ils soient politiques, qu'ils soient techniques. C'est énorme. Voyez la tête pensante qui est professeur, Joël Aïvo, qui est en prison. Mais c'est une référence en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde? Et dans le monde entier. Et pourquoi pas dans le monde? Et qu'on dise que cette valeur-là est privée de sa liberté, est privée de tout mouvement et il croupit en prison. Qui paie? C'est avec l'argent du contribuable béninois qu'on a formé ces cadres-là, qui fait la fierté du Bénin partout où il passe. Mais je crois que on doit pouvoir laisser de côté son ego et dire vraiment, réfléchissons autrement et mettons-nous ensemble, comme l'a Jacques Troué du roi Kézo. Je ne vous apprends rien, pour boucher les trous et aujourd'hui appeler au développement de notre pays. Je crois que les démocrates ne travaillent pas pour eux. Je crois, mon confrère l'a dit, c'est pour les Béninois, c'est pour tous les Béninois que le parti travaille. Oui, mais parce pour atteindre cet objectif, Vincent Fortuné Arsobah, il faudrait quand même que à l'Assemblée nationale, ils donnent la main pour que les autres les suivent. Mais les autres aussi ont des desiderata. Ne vont-ils pas les aider? Il n'y a pas aider. Vous savez, un parti de l'opposition travaille à l'alternance. Il veut reconquérir le pouvoir. Mais ne sont pas là non plus pour s'opposer à ce qui arrange le peuple. Non. Si c'est que ceux que vous appelez, qui veulent des choses, dire la majorité parlementaire fait des choses. Mais si ça va à l'endroit, si ça arrange le peuple béninois, je ne crois pas que les
les députés démocrates vont s'y opposer. Je ne crois pas. Mais si ça n'arrange pas et qu'on dit n'allons pas là et que c'est là qu'on veut aller, je crois que il y aura clash. Ça là, ça c'est clair, qu'on se voile pas la face. Il y a la loi du surnombre qui est de leur côté. Oui, mais ce serait pendant combien de temps? Si on fait ça, on fait aujourd'hui, demain, ce serait le tour de qui? Je l'ai souvent dit ici. Monsieur Peggy, c'est moi aujourd'hui, je suis en difficulté. Vous ne voulez pas m'aider. Vous refusez tout. Mais je me défends. Je me débrouille. Je me suis débrouillé. Je suis sorti avec peut-être l'aide de Soudé. Mais demain, vous pensez que vous allez vous retrouver dans le pétrin et je vais vous tendre la main. Mais en ce moment-là, qui perd? Le peuple. Le peuple qui perd. Raison pour laquelle nous appelons tous les Béninois et tous les députés. Parce que, je dis Béninois parce que c'est les représentants du peuple. Ils sont l'émanation du peuple. Du peuple. Donc, ils doivent faire en sorte que chaque fils et chaque fille du Bénin soit à l'aise pour contribuer au développement de notre pays. D'accord. Alors, Alphonse Moïse Soulé, en thème clair, par cette, cette audience accordée par le chef de l'État, Patrice Talon à Éric Konété, est-ce que le chef de l'État n'est pas en train de négocier son deal de la révision de la Constitution? Je dis son deal parce que ça peut gêner, mais ce sont ces gars qui sont à l'Assemblée nationale. Je veux parler des députés de la mouvance présidentielle. Non, la réponse du président Éric Konété a été claire. Quand il a posé le problème au chef de l'État, il a juste demandé qu'on se réfère à l'Assemblée nationale. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est vrai que, jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État est le géniteur des deux partis de la mouvance. Que ça soit l'UPR ou le BR, il dépend du chef de l'État. Nous ne voilons pas la face. Ils peuvent pas agir en dehors de la volonté du chef de l'État. Et vous savez, moi, dès que j'ai appliqué cette proposition de loi spéciale d'amnistie, j'ai essayé d'investiguer un peu, il y aura un deal forcément. Je crois qu'il y aura un deal forcément. Déjà sur un plateau, quelqu'un me disait que la politique, c'est du donnant-donnant. On vous donne la loi, on vous permet de faire passer la loi spéciale d'amnistie et vous nous donnez la possibilité de réviser la Constitution. Forcément, c'est le deal qui doit être fait. Et c'est sûr que le chef de l'État, c'est clair, puisque le président Louis Vlavon a déjà, dans son discours, parlé de la loi sur la révision. Il a parlé de la révision de la Constitution. La Constitution sera une nouvelle fois forcément que au cours d'un certain nombre d'entretiens entre hommes politiques de la mouvance, le débat a été posé. Donc il a déjà annoncé les couleurs. Et vous voyez comme elle a dit, il a demandé aux députés de l'opposition de ne pas rester crampés sur leur position. Et il a demandé aux députés de la mouvance de faire preuve d'une ouverture d'esprit et d'aller vers les autres. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je vous permets de faire passer la loi spéciale d'amnistie, mais je voudrais rappeler aux Béninois, tous autant que nous sommes, où nous avons des relations familiales avec ceux qui sont exilés politiques ou ceux qui sont en prison, où nous avons eu à un moment donné collaboré avec eux, ils sont des frères, ils sont des amis, et je dis, pour ceux qui ont vécu une fois à l'extérieur, le chef de l'État le sait, ce n'est pas facile de vivre à l'extérieur de son pays. Ce n'est pas question d'argent, mais vous ne pouvez pas être à l'aise. Vous savez, si je suis chez moi et que je peux inviter Peggy, je peux inviter monsieur à savoir chez moi, venez, on va prendre un pot. Mais à l'extérieur, ça ne se fait pas. Quand vous êtes chez les autres, vous êtes limité dans vos actions. C'est pas une question d'argent. Mais on ne peut pas rester là-bas seul. C'est pas que vous avez choisi d'aller vous installer là-bas, mais ce sont les circonstances qui nous ont obligés. Donc, je crois que tout Béninois épris de paix et de justice doit pouvoir encourager le vote de cette loi-là pour ramener tout le monde. Vous savez, je dis, être en prison, quand vous sortez, il faut prier Dieu pour que votre famille soit intacte. Si on vous met en prison, priez pour qu'à votre sortie, votre famille soit intacte. Si en temps votre femme ne va pas partir, si en temps votre mari ne va pas trouver mieux ailleurs, parce qu'il estime que vous êtes en prison, il peut pas tout le temps faire cette navette-là. Et par rapport à vos enfants, ça c'est, psychologiquement, c'est pas bon. À l'école, on va se moquer d'eux. Tais-toi, ton papa, c'est un prisonnier, et puis tout. Ça pose un problème. Et je dis, le Bénin
a besoin de tous ses fils pour sa construction. Komi Kounché, Djenotin, Sébastien Ajavon, autres joueurs à Ivo, Madougou, tout le monde. Donc je voudrais demander à tous les députés de supporter cette loi. Parce que vous pouvez être aujourd'hui de la mouvance être très fort. Mais demain, vous vous retrouvez dans l'opposition très faible. Il faut regarder avec la renaissance du Bénin au temps du président Soglo. Il faut regarder l'UBF au temps de Kérékou. Il faut regarder l'AFCBE au temps de Yagi. Tout puissant, parti politique. Aujourd'hui, il y a toujours un après, plongeant. Il y a toujours un après. Et ce que vous avez fait aujourd'hui peut vous rattraper demain. Donc, je voudrais que tout le monde, tout Béninois, parce que chacun à son niveau a quand même une contribution à apporter pour le développement. Donc, il n'est pas question qu'on en fasse un marchandage. On vous donne la loi spéciale d'amnistie et vous nous permettez de réviser. Vous voyez comment on a révisé la Constitution la dernière fois. On a parlé de dialogue politique. On a permis à la FCB d'y assister. Et Vlan, autre chose est sorti de la révision de la Constitution. Donc, nous sommes sur un terrain purement politique. C'est pas question de Patrice Talon, c'est pas question de Louis Vlabonou. C'est une question de politique. Chacun veut tirer le drap de son côté. Donc, je voudrais qu'on ne fasse pas cela. On ne fasse pas cela. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement pour moi, c'est la révision de la Constitution, ce n'est pas peut-être l'élément fondamental. Mais je dis, nous avons eu plusieurs lois. Le code électoral, nous avons eu des lois que nous avons éprouvées depuis 2019. On a fait plusieurs élections déjà. Et on a vu que certaines lois sont chrysogènes. Il faut les nettoyer parce que l'Assemblée qui est là, que les gens disent que ce n'est pas l'Assemblée de transition, ils ont un mandat écourté de 3 ans. Et ils préparent, l'Assemblée nationale qui est là prépare les élections générales. Vous savez ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, il faut permettre à tout le monde de rentrer au pays. Moi, je prie vivement pour ça, parce que, vous savez, papa est à l'extérieur, les enfants sont ici, la famille est ici. C'est pas possible. Ça vous fait beaucoup de choses. Chez l'autre là-bas, il y a des activités que vous ne pouvez pas mener. Vous ne pouvez pas. On ne me dira pas, parce que ceux qui sont pour en faire l'expérience d'être déjà exilés, ils savent ce que ça veut dire. Vous avez envie d'aller voir votre frère, de marcher comme chez vous-même là-bas, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes limité. Donc je dis, et j'attends, c'est là que j'attends un peu les religieux. Toute tendance convaincue. J'attends les religieux. Les religieux ou la société civile? Je parle des religieux d'abord. Ah, d'accord. Ceux qui nous enseignent la paix. Pourquoi les religieux? Les églises enseignent dans les églises l'amour du prochain. La paix. Que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, que ce soit dans les couvents. On enseigne la paix. Aime ton frère comme toi-même. Si ton frère a péché contre toi, beaucoup de choses. Appelle-le et parle-lui. Parle-lui. La Bible ne nous a pas dit de nous faire la guerre. Le Coran ne nous a jamais dit de nous faire la guerre. Les principes du vaudou ne nous ont jamais demandé de nous faire la guerre. Donc, depuis qu'on a commencé par parler de cette loi d'amnistie, j'attends que d'autres voix se lèvent pour soutenir ça. La société civile, tous ceux qui sont épris de paix et de justice, pour que ça ne soit pas seulement la chose des hommes politiques. Si c'est là, on confie cela uniquement aux hommes politiques, tous les deals sont possibles. Tous les marchandages sont possibles. Donc, il faut, parce que dans les églises, on nous enseigne la paix. On dit parfois, si ton frère a péché contre toi, tu veux donner les offrandes, va vers ton frère, demande pardon, machin. Donc, on nous enseigne ça. Et je sais que dans le couvent, c'est la paix. Je n'ai jamais vu encore un vaudouisant venir dire, faites-vous la guerre. Donc, il faut que tout le monde porte cette loi. Sinon, c'est comme si c'est seulement le parti Les Démocrates qui demande amnistie. Non, je dis tous les Béninois, tous autant. Nous, il y a des gens que nous connaissons, il y a d'autres que nous ne connaissons pas. Si nous prenons la liste, forcément, nous avons quelque part une relation avec ces gens-là. Donc, on a intérêt. Les étudiants ont besoin de jouer la hip-hop dans les facultés de droit. Au Bénin comme à l'extérieur, Madougou, sa famille a besoin de lui, ses amis ont besoin de lui. On sait qu'elle était militante de la société civile avant d'aller dans la société politique. Djenotin, on a besoin de lui un peu partout. Quelque part, chacun doit avoir une compétence qu'il peut apporter à son pays, vu l'expérience de chacun d'eux. Ils ont des carnets d'adresses qu'ils peuvent partager avec nous. Donc je dis, moi, je ne vois pas sous l'angle forcément de la politique, mais je vois sous l'angle des forces vives de la nation, des gens qui peuvent participer à la construction. Donc je demande à tout le monde de porter cette loi-là.
Moi, je suis apolitique, mais on observe. C'est une loi qui sera avantageuse pour tout le monde, hein, que vous soyez de la mouvance. On va pas me dire que les mouvanciers, certains mouvanciers ont des amis qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, même pour passer un coup de fil à leurs amis, ils ont peur d'être écoutés. Ils ont peur d'être écoutés. Écrire à leurs amis, ils ont peur d'être suivis. Donc, ça fait que un barrage s'est installé entre les fils d'un même pays. C'est pas possible. Donc, il faudrait que nous puissions tous, que nous soyons journalistes, que nous soyons religieux, que nous soyons je sais pas, autres, nous devons porter cette loi-là. C'est vrai que le contenu de la loi, on peut corriger certains aspects, mais on ne doit pas tout de go combattre cette loi. Et c'est pas parce que cette loi n'a pas été proposée par la mouvance que forcément les députés de la mouvance vont botter cela à la touche. Non, c'est pas possible. Et c'est pas parce que l'opposition demande l'amnistie que forcément la mouvance va demander des deals pour dire ok, on est prêt puisque nous sommes majoritaires, parce que aujourd'hui le parti les démocrates constitue la minorité de blocage par rapport à la révision. Donc, forcément, on va appuyer sur ces leviers-là, ça viendra. Nous sommes sur un terrain politique, mais je voudrais qu'au-delà de nos intérêts politiques, que les hommes politiques puissent penser à l'intérêt de la nation. Est-ce que les Béninois ne seront pas contents de voir rentrer tous leurs frères? C'est là la question. Là, la grande question. Vincent Fortuna Soba, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter, sinon on va passer au deuxième sujet de cette émission. Bien sûr que je voudrais aller dans le même sens que Moïse, quand dans sa chute, il disait que ce n'est pas parce que on dit aidez-nous ou bien aidez les Béninois, c'est que tous les fils des Béninois entrent au pays, qu'on va dire bon, il faut réviser la loi, il faut la constitution et y mettre ce qu'on veut. Non, je crois que non. Puisque jusque-là, d'ailleurs, je crois que les députés démocrates ont une position vis-à-vis de cette annonce. Je sais bien, je sais que des choses se trament dans les coulisses du parti Les Démocrates parce que, vous savez, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. La révision de la Constitution annoncée. Et comme Moïse l'a dit tout à l'heure, tout était acquis avant que le président Bravonou ne l'annonce de cette manière. Ce n'est pas fait exprès. Ça veut dire que tout est déjà acquis. Et rappelez-vous que nous en avions déjà discuté ici. Tout à fait. J'ai dit, ce n'était pas opportun. Cette révision annoncée n'était pas opportune aujourd'hui parce que quoi? On l'a fait il y a environ 4 ans. Et comment? C'est rien que les gens du même bord, 83 députés qui acclament le chef de l'État, qui se sont assis et qui ont voté cette loi-là. Et ils n'ont pas pu mettre ce qu'il faut. Et 4 ans après, ça y est, on revient. Il va falloir qu'on révise encore. Ça veut dire, ça devient un perpétuel recommencement. C'est dangereux pour la loi fondamentale de notre pays. Parce que, moi, je ne sais pas ce qui urge pour qu'on dise encore 4 ans après, on revient pour la révision. 2026, c'est là? Non, on n'a pas besoin. Ils ont fait, avec la loi là, on a fait 2021. C'est avec cette nouvelle constitution, on a fait 2021, non? Mais sans les démocrates au Parlement. Ah, mais le pays n'appartient pas à un clan. Le pays appartient à tout le monde. Il faut négocier. Pas de négociation. Il faut ce qu'il arrange le peuple. Vous voulez que 28 s'impose à 53? Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a la minorité de blocage que mon confrère a dit tout à l'heure. Et vous le savez bien. Si il n'arrive pas à obtenir un député qui leur reste, on va ranger cette loi. Mais si les démocrates acceptent, on va les faire le bébé dans le dos. Parce que juste après la recevabilité, tout leur est permis. C'est ça le nœud qu'il faut pas perdre de vue. Le jour où les députés démocrates vont dire, bon, oui, d'accord, allons-y à la révision. Je vous assure, ils n'auront les yeux que pour pleurer. Mieux que maintenant. Parce que, vous l'aviez dit, 2026 oblige, ils mettront
rien que ce qui les arrange. Parce que déjà, le surnom numérique est déjà là. Et aussi, refuser, comme nous l'avions dit tout à l'heure, peut-être les autres vont dire, bon, si vous refusez, mais s'ils refusent de voter la loi d'amnistie, ils se livrent au peuple béninois. Et qui fera quoi en définitive? Puisque l'élection est passée. Hein, l'élection est passée, non? Oui. 2026, c'est là. Vous savez ce qui s'est passé à Cotonou, non? Tout à fait. En 2021 et D'accord. 2023. Vous savez ce qui s'est passé à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou? Cette fois-ci, ce serait dans tous les hameaux de notre pays. D'accord. Merci beaucoup, Vincent Fortuné Assoba. Alphonse Moïse Soulé, nous revenons maintenant à nos amis qui aiment évidemment jouer avec leur ordinateur tout en se mettant plein les poches. Et le gouvernement béninois a décidé de les traquer. Près de 1188 parmi eux sont déjà en train véritablement d'entrer avec la criette. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est les propriétaires qui sont en train de subir les contre-coups de cette traque. Qu'il vous souvienne, hein, c'est pas la première fois que les propriétaires de maisons tombent en disgrâce. Il fut déjà une fois où à Cotonou, on a reproché aux propriétaires de louer, de faire la surenchère avec nos voisins Ibo. Quand ils veulent louer les maisons, un Béninois qui a 6 mois, on refuse de lui laisser la maison et qu'on préfère laisser la maison à un Ibo qui paye 2 ans, mais sans que nous ne sachions ce qui se fait exactement dans cette maison. Qui vous souvient que ce débat-là a eu lieu. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous revenons encore, on dirait bis repetita. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi je suis d'accord qu'on lutte contre la cybercriminalité. Mais est-ce que la prison éduque forcément celui qu'on a mis en prison? Je faisais partie de ceux qui avaient déjà dit que les gens sont en prison, pourtant ils continuent le deal. Je me rappelle quand j'ai dit ça sur une émission, bon, on m'a insulté. On a trouvé que toi, tu te racontes des conneries. J'ai dit non. Mais finalement, finalement, j'ai eu raison. Donc je dis, les propriétés, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, quand j'ai essayé à comprendre, le jeune qui veut louer la maison, forcément, n'y va pas lui-même. Comme il sait qu'il y a des tontons, comme ça je les appelle, et qu'on appelle tontons... Les aînés. Non pas des tontons cupides qui aiment l'argent. Il met le tonton devant, il va louer la maison. Le tonton dit, bon, moi je suis à l'extérieur, c'est mon neveu, quand je serai pas là, il viendra s'occuper de la maison. Et puis bon, le propriétaire ayant vu quelqu'un de responsable, lui laisse la maison. Après le tonton s'en va, le tonton disparaît parce que lui, le service rendu a été payé, donc les enfants prennent la maison. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dès qu'on a commencé par les traquer, ils ont libéré les maisons. Du coup, ils mettent les propriétaires en difficulté. Le propriétaire qui a déjà loué sa maison, peut-être dans la maison, il y a 4 appartements de 150 000, ça lui fait une bagatelle de 600 000 francs chaque mois. Maintenant, on les a arrêtés. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va poser un problème. Donc, je dis, il faut revoir encore la loi sur le bail. C'est ça. Qui peut louer une maison? Parce que moi, c'est quelqu'un qui loue au départ. Au finish, il n'est plus là. C'est quelqu'un d'autre qui est là en sa place. Et ça pose des problèmes de sécurité. Donc, je dis, ces propriétaires-là, bon, moi, j'ai vu déjà sur les réseaux sociaux, maison à louer, 2 chambres, salon, affiché machin à tel montant. Écoutez, les maisons là, combien de Béninois honnêtes qui travaillent, qui sont des agents permanents de l'État peuvent louer ça? Maison à 150 000, 2 chambres, salon à 150 000. Ça veut dire que forcément, en dehors de votre salaire, vous faites quelque chose. Donc je dis, il faut déjà que les chefs quartiers soient davantage vigilants. Je ne parle pas de délation, parce que ça aussi, il faut faire attention. Je ne parle pas de délation, mais avant de dénoncer quelqu'un, il faut avoir les preuves. Donc, c'est dans l'homme des choses. Il faut que ces propriétaires-là aussi soient interpellés. Un jour, j'ai dit sur eux, plateau, je ne sais pas si c'est avec vous que j'ai dit, mais quand on voit une maison, il faut interpeller celui qui a construit la maison. Il a quel statut pour construire dans la société? Pour construire une maison.
Mais quand vous en parlez, on dit non, c'est de la jalousie. J'ai dit non, par rapport à chacun de nous, on sait, quand vous avez construit votre maison, quand vous avez travaillé, on sait ce que vous gagnez. Là où vous êtes, vous payez, là où je suis, il y a une catégorie de voitures que nous ne pouvons pas acheter, vous et moi. Le jour où on achète ces voitures-là, c'est qu'on devrait nous interpeller. Vous gagnez combien pour acheter un véhicule de 35 millions, de 45 millions? Ça pose problème. Mais comme dans la société, on n'a pas cette culture, dès que tu en parles, systématiquement, on dit que lui, elle est jaloux. C'est ça qui est. Il est un envieux. Vous savez, dans les maisons, chacun reste dans sa chambre. Personne ne veut aller dénoncer l'autre de peur d'être. Nous sommes dans une société où on se protège. Donc aujourd'hui, ces propriétaires-là, il faut que l'État commence par à voir de près qui c'est qui est venu louer la maison. Parce que normalement, il doit avoir bail, c'est des tests écrits. Chacun sait qui c'est qui est venu louer la maison. Est-ce que c'est le jeune qui est venu louer la maison? Celui qui a loué la maison, on le cherche, on le trouve. Si c'est un tonton qui entend a pris 200 000, 500 000 pour jouer ce rôle-là, on le prend. C'est comme dans les écoles, parfois vous renvoyez un enfant, il va trouver un tonton dans la rue qui vient faire office de parent. Est-ce que ce tonton-là est responsable? Est-ce que celui qui accepte d'aider un jeune? Le jeune, bon, lui, il veut s'installer. Et bon, il trouve un tonton. C'est pas seulement les maisons. Ça se fait aussi dans les guest house. Les guest house. Dans les bars aussi. Beaucoup de choses. Non, vous voyez, il y a un moment donné, dans les bars, dans les maquis, et ces jeunes-là nous faisaient. Certains de ces jeunes, pas tous, certains de ces jeunes-là, vous narguez, hein, si vous ne savez pas faire, vous allez quelque part vous asseoir, vous ne trouvez pas de place, parce que le gérant, lui, il a sa clientèle composée de ces jeunes-là. Il sait que quand ceux-là arrivent, ben, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu viens avec ton ami, c'est pour peut-être prendre une ou deux bouteilles maximum, un petit dégage. Donc, toi, tu n'es pas un client. Aujourd'hui, ils sont à la recherche de clients, ils ne trouvent pas. Mais je dis, nous devons tous prendre de la hauteur. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation parce que ces jeunes-là, moi je dis, est-ce que en prison on peut les éduquer? Est-ce qu'en prison, parce que quand vous les écoutez, ils avancent des raisons. Certains refusent de considérer la pauvreté comme une fatalité. Ils disent non, on peut changer le cours des choses. Mais à un moment donné, certains parents qui m'en excusent ont encouragé les enfants. Une dame me disait, mais si vous êtes un parent sérieux, vous savez ce que vous achetez à votre enfant. Votre enfant ne peut pas vous faire un cadeau de super ou bien d'un téléphone qui coûte cher. Et banalement, simplement, en tant que parent, vous acceptez sans pouvoir interpeller l'enfant. Et il y a des parents permissifs. C'est ça qui a fait que le phénomène s'est développé. Donc, je voudrais qu'on lutte, mais qu'on aille de façon méthodique. Professeur Fortuna Sobwa. Je crois que... Est-ce que les parents ne sont pas vraiment la grande cause de cette affaire? C'est oui et non. Je crois que il faut pas jeter le tort totalement sur les parents. Je sais, sur la question des parents, moi je sais quand même qu'il y a certains parents qui veillent, qui ne cessent de parler quand ils voient des comportements un peu bizarres de leurs enfants en ce qui concerne le gars. Oui, mais Vincent Fortuné Assoba, excusez-moi d'intervenir à ce niveau-là, par exemple, par cet exemple, le papa Boitier, il a commencé à noter des comportements chez son garçon. Il appelle, il lui parle. Il court le risque même de le chasser de la maison parce que nous ne voulons pas entendre ce qu'il lui dit. Mais voilà le papa qui est pris d'une grave maladie, qui se retrouve à l'hôpital et qui n'a pas les moyens, visiblement, de se soigner. Et c'est cet enfant-là qui vient en aide, qui vient au secours. Tout frais payé, papa se retrouve la santé, il est requinqué. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire. Pourquoi? Parce que si telle est sa position, il sort de l'hôpital et dit oui, mon garçon, c'est bien beau ce que tu as fait. Sois béni. Mais le job dans lequel tu es n'est pas rassurant. Ce n'est pas un job rassurant. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un papa. Son enfant était en terminale. Et il a commencé ce job-là. Un, deux, il dit. Un jour, il appelle tous ses frères et dit, méfiez-vous. Ce que je constate, je ne veux pas que ça continue. Le jour-là, il est resté superficiel. Mais une autre fois, le petit continuait. Il achète une moto. Il dit, ça devient sérieux. Il appelle encore tous ses frères. Il dit, si vous continuez, je vais amener la police dans la maison ici. Ça là, ce que je vous dis là, ça fait une dizaine d'années que le papa faisait ça.
il allait au boulot, mais il a son œil dans la maison. Quand il revient le soir ou les week-ends où il est à la maison, il ne cesse de fouiller, de chercher à comprendre. Mais un jour, il a appelé maintenant l'intéressé, il dit, je vais te prendre. La police va venir si tu ne cesses pas. Mais est-ce que si demain, cet enfant ne cesse pas et que quelque chose lui arrive, on va dire que c'est le papa. Non. Si le papa fait tout ça là, et que l'enfant là quitte la maison sans laisser de traces, est-ce qu'il faut accuser ce papa? J'ai dit, il y a beaucoup de parents qui ont fait. Mais, au-delà de ça, est-ce que c'est les parents seulement qu'il faut accuser? Est-ce qu'il ne faut pas regarder avec l'État central? Qu'est-ce que l'État central fait pour permettre aux jeunes de s'occuper à longueur de journée? Que fait l'État? Vous savez, il est facile de jeter la pierre aux parents. Mais quand on revient, l'État central qui doit garantir des jobs à tout le monde, fait quoi aujourd'hui? Il faut que l'État central se pose cette question. Est-ce que je ne suis pas responsable? J'ai entendu dire que le taux de chômage au Bénin est de l'ordre de 2%. Je tombais des nues, je ne sais pas comment ça se calcule. Je cherche depuis là à savoir comment ça se calcule. Ce n'est pas la première fois que cette affirmation vient. Vous avez entendu le directeur général de l'ANPE, Robert Megbedji, le dire sur le plateau, évidemment. Bien sûr que chaque fois que ça vient, on se pose cette même question. Et on continue de se poser la question. Imaginez, on sort, vous savez bien combien d'étudiants soutiennent à la fin de chaque année pour se retrouver dans le marché de l'emploi. Combien de sociétés consomment ces jeunes? Moi, j'en connais des hommes, des jeunes brillants qui aujourd'hui sont en maillot, ce que vous connaissez bien, qui font zème. J'en connais qui aujourd'hui se livrent à des commerces dans les trottoirs, qui sont traqués encore, parce que on dit vente à la criée là, on n'en veut plus. Mais vous voyez, quand vous voyez tout ça. Et tout ça, c'est des emplois temporaires. Quel emploi? C'est ça que vous appelez emploi? Ça se compte aussi, emploi. Vous êtes sûr que si votre enfant finit son master, qu'il prenne sa moto, ou bien la moto que vous utilisez de façon circonstancielle, ils prennent à longueur de journée, ils parcourent la ville pour prendre des clients. Vous serez fier le soir que votre enfant a un emploi? S'il construit dans ça. Je vous demande. S'il construit dans ça. S'il fonde son foyer, que ses enfants vont à l'école normalement dans ça. Comment l'appelez-vous? Vous pensez que vous avez dépensé pour qu'il devienne zème. Là, vous auriez choisi. Mais moi, ici, je voudrais pas dépenser sur mon enfant et que demain, qu'il dise, je suis un zémédian. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si vous prenez ça et vous calculez, vous venez me dire que le taux de chômage au Bénin est dans l'ordre de 2%, je vais vous envoyer au diable. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a un problème au niveau de l'État central qu'il faut aussi voir comment gérer. Aujourd'hui, la traque est là, d'accord. Mais est-ce que c'est la méthode? Qu'est-ce qu'elle rapporte, cette traque? Voilà. Est-ce que ça fait vraiment? Moïse l'a dit tout à l'heure. Ils ont annoncé, c'est l'État même qui a annoncé, c'est la justice qui a annoncé la saisie de combien d'ordinateurs? De la prison. Des ordinateurs. Ça veut dire quoi? Les gars qu'on a envoyés là-bas continuent d'opérer. On a changé toute l'administration pénitentiaire de ces deux prisons. Est-ce que ça suffit? Je vais vous dire, j'étais au tribunal récemment, au tribunal de Cotonou. Il y a une dizaine de jeunes qui étaient en file indien, qu'on a menottés. Mais il y a celui qui est derrière. Les gens les regardaient, on disait, ils ont volé ou quoi. Et celui qui est derrière là, de la file dit, moi voler jamais. Mais si c'est l'argent du blanc là,
je vais prendre tous les jours. Je vous dis, on ne m'a pas compté. Ça c'est une résolution. Je dis au tribunal de Cotonou, là, le gars dit, si c'est l'argent du blanc, là, il y a Naï Kaka. Il a parlé le fond, il y a Naï Kaka. Malgré qu'il ait les menottes en main. Mais ça veut dire quoi? Celui-là, il n'a plus autre issue que ça. Mais si on le dit qu'autrement, est-ce que il va pas changer? S'il a quelque chose à faire, on me dira que tous, ce n'est pas eux tous qui sont diplômés. Mais faisons le point et vous verrez que parmi ces gars-là, c'est des gens qui ont fini l'université, c'est des gens qui sont en première année, c'est des gens qui sont en deuxième année, qui sont en troisième année d'université, c'est des gens qui ont le master. Il y en a plein dedans. On ne me dira pas que c'est des gens qui ne savent pas écrire les noms, qui sont dans le rang des gaiman. Non, du tout pas. Donc, il va falloir que l'État même commence par réfléchir à des mesures pour dissuader, pour empêcher que les jeunes aillent dans ce sens. Le taux de chômage, oui, d'accord, mais la réalité est autre chose. Est-ce qu'il faudrait pas alors changer de terminologie? Si c'est le chômage qui gêne, est-ce qu'on ne va pas parler de la réalité de l'emploi au Bénin? Que ça soit réalité de l'emploi, que ça soit chômage, les deux vont de pair. Trouver l'emploi aux jeunes, ils ne feront plus ça. Moi ici, vous me voyez faire ça? Vous pouvez faire ça aujourd'hui? Moïse l'a dit tout à l'heure. Si on fait ça avec nos maigres revenus que nous avons, et puis demain, je commence par rouler Range Rover 2023, mais on va me poser des questions. Et je serai obligé d'aller, de justifier à tout moment d'où est-ce que ça me vient. Je ne suis pas un héritier. Et du coup, je pense qu'il y a un problème. Je traîne mon taco là, qui m'amène ici, qui me protège contre la pluie. Et du coup, je me retrouve au sommet. Je crois qu'on va se poser des questions. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. La traque, oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, mais ces jeunes-là se convertissent. C'est ceux qui on n'a pas encore mis la main. Et sérieusement. Ah oui, ils se convertissent déjà. Beaucoup d'entre eux là commencent par faire quelque chose. D'autres se retrouvent déjà dans des ateliers. Super. Oui, parce que la peur du gendarme, c'est déjà le début de la saïs. Voilà. Merci beaucoup. Mais aussi, ça va poser un problème. Puisque il y aura des gens, des innocents qui vont faire les frais dans ce qu'ils font. Je prends par exemple le commerce en ligne, le e-commerce. Nous sommes à l'ère du numérique. Je connais des jeunes. Encore 30 secondes. Je connais des jeunes qui travaillent sur le net, qui vendent en ligne. Ceux-là, j'ai peur qu'on les prenne aussi pour des gaimans. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, moi j'ai un de mes petits qui a son compte. Il a travaillé avec un monsieur que je coupe de nom là, qui fait e-commerce. Mais si vous allez prendre celui-là qui propose des articles comme un gaiman, ce serait un péché. Et je reste convaincu que il en aura parmi eux là. C'est vrai. Alphonse Moïse Touré, c'est vous qui clôturez cette émission. Non, moi je voudrais, par rapport aux deux sujets que nous avons abordés, je voudrais que les Béninois redeviennent encore plus responsables. Je voudrais que les parents soient davantage attentifs à ce que font leurs enfants. Je voudrais que l'État prenne ses responsabilités. Vous savez, c'est difficile que nous puissions envoyer les enfants à l'école. Votre enfant finit d'étudier alors que vous avez investi des millions sur votre enfant et il n'a pas le travail.
et il est obligé de passer tout le temps. Donc je voudrais que, aussi par rapport à la loi d'amnistie, que tous les Béninois épris de paix et de justice soutiennent cette action-là, qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de l'opposition. Il y va de la survie de notre République. Nous avons besoin de paix et de stabilité. Et si des opérateurs, des investisseurs doivent venir, il y a des indices sur lesquels il s'appuie. Moi, je suis patriote, je n'ai pas deux nations, et je suis fier, quand je vais à l'extérieur, je suis fier de dire que je suis béninois. Je suis béninois, je demeure béninois. Donc je voudrais que chacun se dise, je suis béninois, je suis fier d'être béninois. Merci à vous. Alphonse Moïse Soulé, vous êtes analyste politique, vous étiez dans cette émission face évidemment à Vincent Fortuné Assoba, et bien sûr pour ce débat hebdomadaire. Merci d'avoir été là, à vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.